Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 43e épisode. Dans cet épisode, je vais tenter de répondre aux questions: autorégulation du milieu BDSM, est-ce possible? Est-ce souhaitable? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous préviens, je préfère donner un avertissement quand même. Par nature, ce sujet va me demander de parler de choses qui sont très désagréables. Je vais notamment, bien entendu, évoquer des problèmes de violence, d'abus, de viol, de choses comme ça. Alors, j'entrerai pas trop dans les détails, donc ce sera pas vraiment choquant, contrairement par exemple à l'épisode qui parlait du CNC, avec le sexe forcé. Mais je préférais quand même vous prévenir que le sujet, comme vous vous en doutiez probablement, tourne autour des choses les plus négatives et les plus horribles dans les pires cas qu'on puisse imaginer. Première partie, pourquoi ce sujet? Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer à nouveau une discussion sur un site social, un site de communauté BDSM, qui parlait du problème des abus, dans un contexte BDSM bien entendu, et qui posait l'éternelle question: comment est-ce qu'on pourrait faire pour éliminer les gens qui posent problème, au moins les personnes qui sont notoires, par exemple en mettant en place un système de liste noire des gens dont on sait que ce sont des gens qui sont dangereux, qui ont des tas de squelettes dans leur placard, qui ont fait de multiples abus, etc. Je vous passe les détails parce que là ça deviendrait vraiment très déplaisant. Mais vous comprenez de quoi je veux parler. Le BDSM, ça fait longtemps que je l'explique, c'est avant tout une relation humaine. Typiquement, c'est une relation entre deux personnes, dans un couple. Pour la plupart des gens, ça se limite à leur couple. Et évidemment, malheureusement, quand on parle de relations humaines, il y a toujours des problèmes, plus ou moins graves, et parfois graves, et parmi les différents problèmes de relationnel, etc., parfois vous avez des choses qui vont jusqu'à des abus, et tous les autres horribles problèmes de comportement, etc. Je vous fais pas un dessin, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Le BDSM en soi n'est pas abusif, ça aurait pas de sens de dire ça. Mais il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de ces pratiques facilitent vraiment les situations abusives et dans certains cas permettent de faire des choses qui, dans d'autres situations, sans utiliser de BDSM, seraient beaucoup plus difficiles à faire. L'exemple le plus évident, celui que tout le monde comprend tout de suite, c'est le bondage, attacher quelqu'un sur le lit par exemple. C'est évident qu'une fois que la personne elle est attachée, on peut faire ce qu'on veut avec, donc ça rend beaucoup plus facile un certain nombre d'abus. Un deuxième problème qui est critique, c'est que, vous savez, quand il y a des problèmes de relationnel graves, quand il y a des abus, viols, etc., c'est pas évident d'aller porter plainte, d'aller à la justice, à la police, etc. Il y a plein de problèmes, vous les connaissez donc je vais pas faire le détail, et il est bien connu qu'il est extrêmement difficile d'obtenir justice, même quand on a plein d'éléments pour prouver que on a raison et que quand on a dénoncé quelqu'un, c'était vrai, que c'est absolument indéniable, même dans ces cas-là, c'est pas évident d'obtenir justice. Quand on ajoute là-dedans le BDSM, ça rend la situation 100 fois plus difficile. Parce que d'abord, le BDSM est associé à plein de choses, notamment chez la police, la justice au sens large, les médecins et puis le grand public, bref, partout, il y a des mythes, des idées reçues, etc. Même si on passe sur le fait que c'est encore très souvent perçu comme étant une maladie mentale, etc., il y a tellement de stéréotypes et d'idées fausses que c'est extrêmement difficile d'obtenir justice quand on va expliquer, par exemple, des dérives, ou bien des dérapages, ou bien carrément des abus, etc., à quelqu'un qui n'a aucune compréhension sur ce que c'est vraiment le BDSM. Vous obtenez des choses absolument horribles du genre, vous vous expliquez, et soit on se moque de vous, soit on dit, oui, mais c'est parce que c'est du BDSM, donc tout est autorisé, tout est permis, etc. Ce sont des attitudes qui sont très répandues, et c'est super difficile de lutter contre. Donc évidemment, si vous allez expliquer que vous aviez convenu, par exemple, avec votre copain, votre copine, etc., de faire quelque chose du genre être attaché et fouetté sur le lit, et qu'ensuite, ça se passe mal, la personne, elle s'arrête pas quand vous avez dit d'arrêter, et puis par exemple, prenons un cas extrême, vous êtes blessé, vous vous retrouvez à l'hôpital, essayez d'imaginer la réaction de la police, par exemple, quand vous allez pour porter plainte et que vous expliquez que vous étiez en train de faire ça. À part si vous avez la chance d'avoir affaire à quelqu'un qui a vraiment des connaissances un petit peu minimales en sexualité et en BDSM, la personne, elle va en son fort intérieur soit se moquer de vous, soit penser que vous faites partie de ces, entre guillemets, pervers, etc., et donc totalement mépriser tout ce que vous dites,
interpréter complètement à l'envers, voire dans certains cas, essayer de renverser les choses et dire que c'est vous le coupable ou la coupable. Le coup d'inversion de la responsabilité d'aller blâmer la victime, c'est très très fréquent. Donc si par malchance les choses dérivent ou que vous êtes tombé sur une personne que vous venez de rencontrer et qui s'avère être quelqu'un d'horrible, il est donc extrêmement difficile, si jamais les choses se passent mal, d'aller dénoncer, d'aller porter plainte. Dans le même ordre d'idée, vous avez un problème, c'est le problème des prédateurs. Alors attention, j'utilise le terme prédateur et je dis pas prédatrice, parce qu'en général, comme ce sont les hommes qui vont vers les femmes, les prédateurs sont plutôt des hommes, parce que quand on parle de prédateurs, en général, on veut dire les personnes qui vont draguer, entre guillemets, sur les sites de rencontres, etc. Et comme c'est presque toujours dans le sens homme vers femme, ça va être des hommes qui vont faire ça. Surtout, n'imaginez pas que les prédatrices, ça n'existe pas. C'est juste qu'il y en a moins parce qu'il y a moins dans le sens inverse. Et pour ce qui est des abus, alors là, c'est exactement pareil. Il y a autant d'abus par des hommes que par des femmes. Oui, je sais, ça peut choquer quand on entend ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Et puis un autre problème, c'est la loi du silence. Alors ça, c'est particulièrement aigu quand on va dans des groupes de personnes qui font du BDSM, typiquement les gens du BDSM public, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui vont aux événements. Les événements, ça va être des choses du genre des soirées, des munchs. Je rappelle qu'un munch, c'est une réunion publique où on parle de BDSM, ce genre de choses. La loi du silence, c'est pas un problème nouveau, mais dans le BDSM, c'est encore plus extrême parce que, vu les activités qui sont faites, vu à quel point c'est encore tabou, vu à quel point il est difficile d'en parler ouvertement, et donc encore plus d'en parler par exemple à la police, même d'en parler aux médecins de famille par exemple, c'est un gros problème. La plupart des gens n'en parlent jamais. Même s'ils auraient besoin de conseils et d'aide, jamais ils osent en parler parce qu'on a trop peur, évidemment, des réactions. Et cette peur, elle a de bonnes raisons d'être, malheureusement. Alors évidemment, quand on parle dans les forums, etc., du problème des abus, souvent il y a une question donc qui est posée, mais qui, elle, va concerner essentiellement les personnes qui participent au milieu public, entre guillemets, comme je viens de dire, c'est-à-dire les personnes qui vont à des événements, par opposition aux personnes qui font uniquement du BDSM dans leur couple. Parce que, évidemment, il est très difficile d'avoir des informations sur les gens qui sont que dans leur couple. Et là, la problématique qui est posée, c'est la problématique des personnes qui vont vouloir faire des rencontres, vouloir aller dans les événements, etc. C'est-à-dire des personnes qui cherchent quelqu'un. Et là, l'idée, évidemment, c'est qu'il serait bien d'identifier à l'avance les personnes qui sont problématiques. Du coup, on voit revenir assez régulièrement, depuis de très nombreuses années, des discussions sur ce thème, avec cette idée de faire des listes officielles, entre guillemets, de toutes les personnes qui sont connues pour créer des problèmes, afin, bien entendu, de pouvoir les éviter, et notamment pour les personnes qui arrivent dans ces milieux, dans ces événements, etc., pour les prévenir que, attention, un tel ou une telle, c'est quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un qui est abusif, et ce genre de choses. Alors évidemment, sur le principe, dit comme ça paraît bien, ça paraît désirable. Seulement ce genre de questions, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas spécifique au BDSM, ça a toujours posé pas mal de problèmes. Et donc, ça pose deux questions. La première question est, est-ce que c'est tout simplement possible de faire ça, c'est-à-dire de gérer ça, d'une façon ou d'une autre? Et la question suivante, qui est son corollaire, c'est, est-ce que c'est souhaitable de mettre en place donc des structures d'autorégulation, entre guillemets, pour le milieu BDSM? Je vais discuter de ces deux questions dans les deux parties suivantes. Deuxième partie, est-ce possible? Comme je l'ai dit à l'instant, de prime abord, si on n'y réfléchit pas trop, c'est clairement quelque chose de désirable, en surface en tout cas. Mais dès qu'on commence à regarder d'un tout petit peu plus près, dès qu'on gratte un peu, ou si on y a déjà réfléchi dans le passé, il y a beaucoup de problèmes qui se posent et qui apparaissent, et c'est pas facile du tout de répondre. Je vais lister un certain nombre de problèmes, les problèmes majeurs, pour vous montrer à quel point c'est pas évident du tout, que ce soit tout simplement faisable, de créer comme ça des structures pour tenter d'autoréguler donc ce milieu. De façon générale, ce que je vais dire n'a rien de nouveau, ça va pas vous surprendre, ce sont des choses en fait évidentes, et si on y réfléchit, tout ça c'est absolument la même chose que les problèmes qui se posent de façon générale dans les systèmes judiciaires de tous les pays. Si on prend par exemple la France, on a un système judiciaire qui est complexe évidemment, dont les résultats sont souvent pas satisfaisants pour plein de raisons qui sont assez complexes. Je pense que je vous apprends rien en disant des choses comme ça, avec les exemples hyper classiques de comment résoudre les situations d'abus, de violence dans les couples, que ce soit des brutalités physiques ou verbales, ce genre de problèmes. Là, vous savez parfaitement qu'il y a énormément de problèmes. Personnellement, j'en ai vu de près. J'avais déjà raconté dans des articles sur mon site que j'avais été impliqué en tant que témoin,
d'une sale histoire comme ça. C'était une amie à moi qui avait 18 ans, et bon, son petit ami c'était un pur psychopathe, quelqu'un de totalement dangereux en fait. Quand leur relation avait cessé, il était revenu à la charge parce qu'il refusait que ce soit fini en fait. Ça avait dégénéré, et une fois il l'avait frappé, il l'avait envoyé à l'hôpital, et il s'était fait arrêter par la police, il a été en prison, enfin bon, c'était pas une situation plaisante. Et là, j'ai vraiment été confronté de façon très directe au gros problème que ça pose au niveau de la justice. Parce que je vais pas entrer dans les détails, mais je peux vous dire que c'était n'importe quoi. Pour vous donner juste un exemple de la stupidité du système, quand il avait été libéré de la prison, personne n'avait prévenu mon ami qu'il avait été libéré de prison. Un mois plus tard, il est revenu à l'assaut, il a défoncé tout son appartement, il s'est retrouvé pris par la police, etc. Bon, c'est des choses qui sont vraiment effarantes, et là je vous dis même pas le 10e de ce qui s'est passé, mais c'est là que vous voyez qu'il y a vraiment des très gros problèmes, et encore, ça aurait pu être bien pire que juste défoncer son appartement. Par exemple, il m'avait fait des menaces de mort, alors que j'avais absolument rien à voir dans leurs histoires. Bref, tout ça pour dire que le système judiciaire, il est compliqué, il est pas très satisfaisant, et si on veut, dans un milieu par exemple, dans une association, dans un groupe, essayer de reproduire un peu les mêmes choses, parce qu'au final c'est ça, si on veut autoréguler, ça va être ça. Ça va être, dans une certaine mesure, de mettre en place des structures du genre être capable de juger, être capable de, entre guillemets, condamner, même si après, évidemment, il n'est pas possible d'envoyer les gens en prison, bien sûr, mais il y a quand même un parallèle très fort, évidemment, avec un système judiciaire. Et la question, évidemment, c'est est-ce que ce serait possible de reproduire, même très partiellement, les processus habituels de la justice officielle, entre guillemets? La réponse, je pense que vous l'avez immédiatement comprise, ça va être quasiment impossible. Alors je vais citer quelques problèmes. Le premier problème, c'est comment choisir les personnes qui seraient au centre du système, parce que forcément, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient responsables. On va pas avoir n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc vous avez immédiatement plein de problèmes. Le sérieux des personnes, leur disponibilité, et surtout leur impartialité. Parce que dans le BDSM, et notamment dans ces milieux, entre guillemets, tous les événements publics, tout ça, il y a énormément de favoritisme, de copinage. C'est vraiment très répandu. Dès lors, vous avez un gros problème, c'est comment éviter des problèmes de corruption. Parce que vous imaginez, il y a un certain nombre de groupes comme ça que je connais, que les personnes qui ont un peu fréquenté ces entre guillemets milieux connaissent. Si une des personnes de ces groupuscules, je devrais plutôt dire, parfois des sectes, se retrouvait en train de gérer le système, ce serait le n'importe quoi immédiat, parce que jamais ils accepteraient, évidemment, de réguler des gens avec qui ils sont copains comme cochons. Et quand on regarde la façon de se comporter de certains groupes, c'est absolument affolant déjà la façon dont ils se comportent différemment, totalement différemment, avec la personne lambda, une personne inconnue, et les grands pontes de leur association ou de leur groupe. C'est le jour et la nuit, et ils tolèrent n'importe quoi de la part des personnes qui sont responsables de leur groupe. J'ai vu passer des choses, mais c'était hallucinant. Donc vous avez le problème du choix de ces personnes. Comment est-ce qu'on fait pour les choisir? Est-ce qu'il y a des élections? Quels sont les critères? Je viens de parler là du problème qu'il y aurait probablement des soucis avec les gens qui sont dans des groupes, de groupuscules, des sectes, etc. Mais s'il y avait besoin de choisir par exemple 10 personnes qui feraient une sorte de comité d'autorégulation, comment est-ce qu'on va choisir les personnes? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va choisir des inconnus et des inconnues? Non, ce serait normal d'aller se diriger vers des gens un peu connus, ou au minimum des personnes qui sont impliquées dans le BDSM, par exemple les gens qui ont créé des associations, des clubs, etc., ou au moins, même s'ils les ont pas créés, qui les font vivre. Ça aurait du sens. Le problème, c'est que dans cette population-là, malheureusement, moi je l'ai vu de près, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, et on le voit sans arrêt sur les forums, dans cette population-là, il y a une proportion absolument énorme de gens qui sont des gens à problème. Et aussi, de façon assez compréhensible, de personnes justement qui font partie de ces petits groupes qui sont parfois très tendancieux et parfois absolument immondes, parce qu'il y a vraiment quelques groupes de sectes qui sont absolument épouvantables dans ces milieux-là. Ensuite, vous avez le problème que trop souvent, ce type de personnes, j'ai remarqué, avaient des tendances au dogmatisme, souvent à l'élitisme, donc avec des idées très préconçues, des idées étroites, etc. Et puis comment on déterminerait si ces personnes seraient compétentes? Parce qu'il suffit pas d'être impliqué dans le BDSM, c'est pas évident du tout de faire des enquêtes, de gérer tous les problèmes de témoignage, de voir qui dit vrai, qui bidonne son témoignage, etc. Parce que tout ça, c'est une grosse responsabilité quand même. Souvent, quand on parle de ce genre de choses, de ce genre d'idées, l'idée de la responsabilité que ça représente, elle est totalement ignorée, mais c'est une grosse responsabilité. Imaginez qu'on vous demande donc de valider le profil de telle ou telle personne pour dire si cette personne doit être mise sur une liste noire. Vous avez intérêt à être sacrément sûr de ce que vous dites, parce que ça a des conséquences pour la personne.
Alors évidemment, hein, il y a beaucoup de cas où c'est tellement flagrant que, franchement, j'en ai vu des cas comme ça où il y avait zéro doute, hein. On a même eu des situations où il y avait des personnes qui étaient accusées d'un certain nombre de choses qui le reconnaissaient sur les sites BDSM. Et quand je dis reconnaître, je veux dire noir sur blanc. Alors là, vous avez aucun doute. Vous pouvez aisément mettre la personne sur une liste noire. Mais ça, c'est l'exception. Il y a beaucoup d'autres situations où c'est drôlement plus difficile de déterminer qui a tort, qui a raison, qui dit vrai, etc. Pour vous donner un exemple, parce qu'il y a beaucoup de luttes de clics, par exemple. J'avais vu sur des forums américains de BDSM, il y avait des grosses disputes violentes, du drama, c'était le n'importe quoi total, entre des groupes qui faisaient partie à l'origine de la même association, et puis ça avait explosé parce qu'il y en avait qui étaient devenus un peu douteux, pour ne pas dire plus, hein. Mais quand vous lisiez les comptes rendus des uns et des autres, chacun des côtés, donc, chacun des groupes accusait l'autre de tous les maux, de faire des tas de choses horribles, etc. Alors, il y a eu un exemple, par exemple, où on voyait bien qu'il y avait un groupe qui s'était séparé, qui était clairement des gens qui étaient problématiques, c'était flagrant. Les retours des personnes qui allaient dans leur soirée à eux étaient absolument clairement indicatrices qu'il y avait un problème avec ces gens-là. Mais tout ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours si simple, et c'est très difficile de déterminer qui dit vrai, qui dit faux. Parce qu'il y a trop de clics, trop de groupes comme ça qui sont prêts à mentir, à dire n'importe quoi sur les autres. Donc là, on en arrive évidemment au cœur du problème. Le vrai problème, il n'est pas facile du tout, et la justice quotidienne, la justice officielle, elle est bien placée pour savoir le problème que ça pose. Il n'est pas du tout évident de déterminer, surtout quand c'est des problèmes de conflits humains, de relations humaines, de déterminer qui a raison, qui éventuellement ment. Il y a aussi les personnes qui peuvent de toute bonne foi dire des choses qui sont fausses, mais elles s'en rendent pas compte, par exemple elles se trompent de personne. Même de toute bonne foi, il peut y avoir des grosses erreurs à ce niveau-là. Prenons juste le problème des pseudos. Moi, mon pseudo, c'est Larry. Vous imaginez combien de Larry il peut y avoir? Si on va dans un site américain, il va y en avoir plein des Larry ceci, Larry cela. Imaginez quelqu'un dit oui, c'est Larry, qui a fait ci, qui a fait ça, oh là là, c'est horrible. Oui, mais alors, attends, duquel tu parles? Et c'est très facile d'avoir des erreurs d'identification à ce niveau-là, surtout avec des gens qui se connaissent pas forcément physiquement, et puis qui sont toutes des personnes en fait anonymes. Alors là, on a des gros risques d'avoir des confusions de personnes. Parce que vous parlez de Larry machin, mais lui, là, il parle de Larry chose, et elle, là, elle parle de Larry bidule. Et tous ces gens-là, ils comprennent pas qu'ils parlent pas de la même personne. Donc on peut avoir vraiment de gros problèmes. C'est évident, bien sûr, mais c'est vraiment des soucis. Et si dans les forums vous avez de fausses accusations, ça peut être terrible, ça peut avoir des très grosses conséquences. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez exactement le genre de problème que ça pose. Donc là, on tomberait dans le classique problème de la justice habituelle, c'est comment on fait, les débats, l'accusation, éventuellement la défense, déterminer s'il n'y a pas des gens qui avaient intérêt à mentir, à diffamer par exemple. Ah, on en trouve plein, pour information, sur les forums, etc. Je suis tombé sur plein de cas comme ça, de gens qui hésitent pas à diffamer, à dire n'importe quoi sur quelqu'un. J'ai vraiment vu passer des choses, mais c'est affolant. Et quand vous avez des discussions sur des abus, il y a toujours, absolument, toujours, des personnes qui créent soit des faux comptes, soit qui utilisent même leur propre compte, pour alors prendre la personne et la traîner dans la boue, inverser les choses et essayer de faire que c'est la personne qui est coupable, etc. Vous avez à chaque fois des comportements abjects. J'ai vu des choses, j'ai lu des choses, mais si vous les avez pas lues, vous pouvez pas imaginer le degré de méchanceté, d'immonderie que ces gens-là, ils peuvent atteindre. C'est affolant. Faut l'avoir lu pour le croire. Ensuite, vous avez les classiques problèmes, les gens ils peuvent se tromper de bonne foi, etc. Donc tout ça c'est compliqué. Je devrais pas avoir besoin de détailler, donc je vais pas entrer plus encore dans les détails, parce que vous voyez bien tous les problèmes que ça pose. Du coup, de façon évidente, on en arrive au problème de comment faire pour enquêter. C'est déjà difficile quand on est dans la justice officielle, qui a pourtant des moyens énormes, bien entendu. À la fois des moyens humains, des moyens financiers, des moyens d'accéder à plein d'informations qu'une personne normale ne peut pas avoir, évidemment. Comment est-ce que vous voulez faire une enquête dans des milieux où les gens, la plupart du temps, utilisent un pseudo? Au mieux, vous connaissez leur vrai prénom, au mieux. Et à part, quelques célébrités, évidemment, les gens qui ont créé des clubs, ce genre de choses, c'est un peu dur de cacher leur vrai nom de famille. Mais à part ces gens-là qui sont une poignée, la plupart des gens qu'on peut rencontrer, on sait pas qui c'est vraiment. Prenez mon exemple, Moi, vous avez aucune idée de qui je suis en réel. Et bon courage pour savoir qui je suis vraiment. Donc si vous avez besoin d'enquêter sur une personne, comment vous faites? C'est la pire des situations. Vous n'avez pas les moyens de la police, de la justice, vous avez accès à rien, vous connaissez pas les vrais noms et prénoms de la personne, à part si c'est vraiment une célébrité notoire, c'est presque mission impossible, c'est extrêmement difficile.
Et puis évidemment, le corollaire, c'est que tout ça, ça coûterait du temps, donc probablement de l'argent. Du coup, évidemment, ça va poser un problème de financement. Parce que c'est toujours la même chose, l'argent est le nerf de la guerre, et ce serait pas évident de trouver un minimum de moyens humains et de moyens financiers, donc éventuellement d'autres moyens plus techniques, pour pouvoir par exemple enquêter, ou bien tout simplement convoquer entre guillemets des gens pour faire des débats, pour voir qu'est-ce qu'a à dire telle personne, qu'est-ce qu'a à dire telle autre personne. Ensuite, évidemment, de façon très claire, je l'ai déjà évoqué, vous avez le problème des erreurs. Comment est-ce qu'on fait quand il y a une erreur ? Comment est-ce qu'on fait quand il y a une fausse accusation, par exemple, ou une confusion de personnes, puisque le simple fait déjà d'avoir la personne qui est cible d'une enquête, vous savez, c'est comme quand on parle des abus, etc., en dehors du BDSM, c'est catastrophique. Juste le soupçon est catastrophique et peut avoir des conséquences, des ramifications absolument énormes. Donc là, vous avez un problème à ce niveau-là, et si jamais on ne s'aperçoit pas assez rapidement qu'il y a eu une erreur, même une erreur de bonne foi, parce que ça arrive, qu'est-ce qui se passe ? Et si jamais la personne a été mise en liste noire par erreur ? Prenons l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, là, on se trompe de Larry. Donc au lieu de prendre Larry machin qui habite à Dule-sur-Mer, imaginez, par mégarde donc, c'est moi qui me retrouve sur la liste noire. Vous voyez un peu la situation, c'est chaud. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et puis, évidemment, le dernier problème, que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour appliquer les éventuelles, entre guillemets, condamnations. Alors évidemment, vous avez l'idée de la liste noire, En général, c'est ça le premier but, Mais ensuite, est-ce qu'il y a autre chose ? Par exemple, imaginons qu'on s'aperçoive qu'il y a vraiment... Donc là, je vais dire de façon certaine, pour simplifier le raisonnement, ne parlons pas des cas où c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la liste noire, c'est très bien, mais c'est un énorme défaut, c'est que encore faut-il connaître son existence à cette liste noire. Vous pensez vraiment que la plupart des gens vont savoir que ça existe ce genre de choses ? Même si on fait partie des milieux, entre guillemets, de ce BDSM public, si on va à des événements, etc., c'est pas évident de connaître l'existence de cette liste. Et même si on la connaît, il faut encore aller la consulter. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui vient de découvrir ce genre de milieu, ce genre de groupe, les sites de rencontres BDSM, etc., elle va pas savoir, la personne qui arrive là-dedans, qu'il existe une ou des listes donc de gens indésirables ou dangereux, parce que elle débute, donc il y a aucune raison qu'elle le sache. Il y a aucun moyen non plus de prévenir, parce que les seuls moyens de prévenir seraient d'avoir les sites qui sont impliqués, mais vous imaginez bien que les sites de rencontres, etc., ils vont se garder de mettre le doigt dans ce genre de problème, parce que ça pose trop de problèmes. Donc ça met vraiment très sérieusement en question l'utilité tout simplement de ce genre de liste. Ça aidera peut-être une petite minorité de personnes, et encore. C'est toujours ça, bien entendu, Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens qui sont le plus victimisés, ce sont justement, la plupart du temps en fait, des personnes qui sont nouvellement arrivées, personnes qui connaissent pas encore tout ce qui se passe, les noms des personnes à éviter, etc. Donc les personnes qui auraient le plus besoin de savoir que ça existe et d'aller les consulter, ces listes noires, ne sauront pas que ça existe, et du coup, ça diminue d'au moins 90% l'intérêt de ces listes. Il y a un autre problème aussi, c'est comment on identifie les personnes coupables. Imaginons, vous avez donc votre liste noire. Sur votre liste noire, vous mettez par exemple le nom d'une personne qui a donc été déterminée comme étant abusive, etc. Mais cette personne, comment est-ce que vous faites pour l'identifier si jamais, par exemple, elle change son pseudo ? Prenons un exemple, donc. Imaginons que quelqu'un qui s'appelle Dominateur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On détermine que c'est quelqu'un qui est pourri, etc. et on le met sur la liste. Vous croyez que la personne, elle va garder son nom ? Vous croyez pas qu'elle va immédiatement faire un changement de pseudo, et même si on essaie d'identifier sa fiche sur des sites BDSM, elle va détruire sa fiche et en créer une autre, et si vous essayez d'utiliser des photos, à part si vous avez une photo du visage, ce qui est rare, la personne elle a juste à les détruire, à en refaire d'autres. Donc vous pouvez, en fait, dans la plupart des cas, à part vraiment des célébrités, vous pouvez rien faire. Bien sûr, les personnes qui sont à fond dans tout ce qui est les sites BDSM, etc., finiraient probablement assez rapidement par retrouver la personne, parce que on peut toujours retrouver des façons de se comporter, des façons d'écrire, des façons de faire des commentaires. Mais ça va être quoi ? Ça va être même pas 1% des gens, ça, et encore. Donc, de toute façon, à ce niveau-là, ça sert absolument à rien, en fait, de faire des listes. Puisque vous n'avez pas, contrairement à, par exemple, la justice qui a les vrais noms, prénoms, adresses, tout ça, vous avez rien. Vous avez probablement pas une photo. Donc même si on arrivait à établir une liste, cette liste, elle aurait une utilité quasiment immédiatement de zéro, tout simplement. Les seules et uniques personnes qu'on pourrait mettre dessus de façon assez sérieusement fiable et utile seraient les très rares personnes qui sont notoires, connues, dont on a les photos et les vrais noms et prénoms. Ça, c'est une poignée de personnes, c'est une infime minorité. Donc ça sert à rien.
Toujours pour appliquer entre guillemets les condamnations, vous avez le problème de qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les gens par exemple d'aller dans des événements publics. Il suffit pas de savoir que un tel ou une telle est quelqu'un d'horrible, qui est abusive, etc. Si vous pouvez pas bloquer la personne quand elle veut aller dans des événements, ben ça sert pas vraiment à grand chose. Évidemment, on peut toujours dire par le bouche à oreille, attention, lui ou elle, c'est quelqu'un à éviter à tout prix. Mais sur une population de centaines de personnes, ou peut-être de milliers de personnes, dans certains événements de grande échelle, qu'est-ce que vous voulez faire pour informer les gens? Et il faut pas imaginer que les soirées, etc., ils vont mettre le doigt dans ce genre de choses, parce qu'ils auront aucun moyen, évidemment, de déterminer ce qui est sérieux, ce qui est pas sérieux, si tant est qu'ils auraient voulu jouer le jeu, entre guillemets. Et tout ça, c'est pas évident, parce qu'il y en a un certain nombre de soirées comme ça, justement, où il y a beaucoup de copinage, beaucoup de gens qui sont douteux ou pire, qui sont parfaitement acceptés, alors qu'on sait, en connaissance de cause, que ce sont des gens qui ont des squelettes dans leur placard. Donc je pense pas vraiment que des listes noires auraient du succès avec ces personnes-là, en tout cas. Et de toute façon, ça évitera pas que ce genre de personnes fassent des victimes en dehors de ces événements publics. Donc ça minimise un peu certains problèmes, oui, c'est sûr. Mais vu que les événements publics, c'est une infime minorité de ce qui se passe en matière de BDSM, puisque la majorité des gens n'y vont pas, la grande majorité des gens n'y vont jamais, ou peut-être une fois par curiosité, mais comme je dis toujours, ce genre de milieu d'événements, ça regroupe, en France en tout cas, à peine 0,1% des gens qui font du BDSM. Alors évidemment, ça sert absolument à rien pour les 99,9% restants. Même si dans le lot, évidemment, il va y en avoir qui vont consulter les forums et ce genre de choses, ça reste aussi très minoritaire. C'est difficile de donner des chiffres précis, mais une chose est sûre, c'est que quand on regarde les forums, les sites sociaux BDSM, qu'on regarde les chiffres, juste les chiffres de personnes inscrites, c'est dérisoire. Comparé au nombre de personnes, par exemple en France, qui font du BDSM, c'est totalement dérisoire. Troisième partie, est-ce que ce serait souhaitable ? Je pense que j'ai déjà un peu répondu à la question, Vous avez compris à travers tout ce que j'ai dit, tous les problèmes que j'ai évoqués, que non, ça n'est pas souhaitable. C'est toujours le même problème, je vous apprends rien bien sûr. Quand il y a des groupes de personnes, il y a toujours des problématiques de relationnel et de pouvoir. S'il y avait une espèce d'association de groupes un peu disparates qui se formaient pour gérer ce genre de choses, pour faire cette autorégulation donc, vous imaginez bien ce qui va se passer. Ça va être immédiatement le classique problème des personnes qui sont les plus agressives, qui veulent du pouvoir, etc., qui vont faire de la politique, pousser les uns les autres, faire du bullying, ce genre de choses. Et très vite, de façon certaine, on va se retrouver avec des gens indésirables qui vont être à la tête de ce genre d'organisation. C'est évident. Je veux dire, même dans les forums de communauté BDSM, on a vu ça. Et maintenant, un grand nombre de forums français sont totalement infréquentables parce qu'ils sont gérés par des trolls, par des gens qui ont des sales caractères, qui ont de sales personnalités, qui sont totalement hypocrites, etc. Je vous passe les détails. Parce que ce genre de choses, ce genre de position, ça attire toujours un certain type de personnes et malheureusement, c'est pas le bon type de personne. Et une fois que vous avez des gens comme ça, qui sont odieux, qui commencent à se mêler aux autres, qui étaient sans doute partis de bonne foi dans ces genres d'initiatives, très vite, ça décourage les personnes qui sont, elles, pas odieuses, justement, et on finit très vite par obtenir le résultat classique. Mais je pense que je vous apprends rien, c'est banal, ça, c'est connu. Très vite, ce sont les gens odieux qui dominent et puis qui écrasent tous les autres et les autres s'en vont extrêmement rapidement. Dans toute association, on a ce genre de problème. Donc même si on admettait que tous les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire tous les problèmes, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut résoudre tout ça, admettons que ce soit possible, c'est invraisemblable, mais admettons, il est absolument certain que très vite ça dériverait. Ça attirerait donc les personnes les plus indésirables, les plus odieuses, etc., qui seraient à fond dans le copinage. Donc très vite, ça deviendrait en fait un jury de personnes qui, au lieu d'aider à réguler, au contraire, viraient les gens qui sont de leur point de vue indésirables, qui ne seraient pas du tout, évidemment, les personnes vraiment indésirables. Ce sera la concurrence, par exemple, qui sera visée, ce genre de choses. Les indésirables de leur point de vue. Bref, de mon point de vue, c'est absolument clair que c'est pas souhaitable. Il y a beaucoup trop de risques de dérive, et quand je dis de risques, je devrais plutôt dire une certitude, qu'il y aura des dérives. C'est sûr que le problème des abus, au sens le plus large du terme, c'est un problème. C'est clair que c'est un problème. Mais le souci, c'est que les abus, le BDSM, tout ça, fondamentalement, ce sont des problèmes de relations humaines. Les problèmes de relations humaines, c'est compliqué, tout le monde le sait. Quand on donne des solutions simples, des solutions simplistes, comme l'histoire donc de l'autorégulation qui revient régulièrement dans les forums, on tombe toujours dans le même problème. Si c'était vraiment facile de gérer ce genre de soucis, ça fait longtemps qu'on le gérait. Le meilleur exemple, c'est le système judiciaire.
Je l'avais déjà dit au départ. Quand on voit les moyens, l'évolution sur des siècles, enfin des millénaires même, de tout un système avec des institutions, avec des moyens, etc., des gens qui en font leur métier, et malgré ça il y a encore beaucoup de soucis, c'est totalement illusoire de penser qu'on peut résoudre des problèmes comme ça en claquant des doigts. Donc oui, au départ, si on lançait des systèmes comme ça marcherait certainement, dans une certaine mesure, mais il faudrait des gens qui soient hyper stricts, qui soient à la tête, et très vite, comme je l'ai dit, il y aurait des soucis, il y aurait des problèmes de politique, des problèmes de relationnel, bref, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et même si des personnes super strictes, super honnêtes, à fond dans ce genre de choses, qui sont vraiment irréprochables, lançaient ce genre d'opération, même si on arrivait donc à éliminer tous les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure qui font que c'est quasiment impossible de gérer correctement ce genre de liste, et ce genre d'autorégulation au sens large, tôt ou tard ces personnes elles finiraient par ne plus avoir envie de le faire parce que c'est une contrainte énorme. Mentalement ce serait pesant, il y aurait forcément des tas d'histoires, des gens qui feraient des insultes, des menaces, du harcèlement. Évidemment, je veux dire, vu le genre de personnes qui seraient visées, vous imaginez bien que c'est pas des petits gentils qui vont se laisser faire sans rien dire, sans réagir. Déjà à l'heure actuelle, j'en ai vu passer des choses absolument hallucinantes, du harcèlement, pendant des mois, des fois pendant des années. Alors imaginez si on a rajouté donc des problèmes de régulation comme ça, avec un pouvoir pareil, ce serait complètement chaotique et ce serait un gros problème mental pour les personnes qui le géraient, donc il y aurait une usure qui serait hyper rapide, et du coup on retomberait dans le problème que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce seront les mauvaises personnes très vite qui reprendraient les choses. Malheureusement, les relations humaines, c'est un problème compliqué. Faut être lucide à ce niveau-là, je veux dire, je lis souvent, de façon assez énervante, je dois dire, des remarques, des grandes idées sur « il suffit de faire ça, il suffit de faire ci ». S'il suffisait de faire ça et de faire ci, ça fait longtemps qu'on le ferait. Mais dès qu'on a un tout petit peu d'expérience, dès qu'on a un tout petit peu vu comment se comportent les gens dans des situations, par exemple dans les sociétés, dans la famille tout simplement, c'est évident que c'est pas facile du tout, et qu'il n'y a pas de solution magique pour se débarrasser des gens qui sont pénibles, indésirables, ou pire. C'est un problème difficile, et si on est un tout petit peu lucide, on doit le reconnaître immédiatement, et malheureusement, ça revient à dire que c'est quasiment impossible d'arriver de façon raisonnable en tout cas, et juste, bien entendu, parce que faire du n'importe quoi, ça c'est très facile, pour gérer tous les disputes, tous les problèmes d'abus, etc. Donc cette autorégulation, ça me paraît être vraiment un rêve totalement inaccessible malheureusement. Ce serait trop beau si c'était si simple. Ce serait trop beau s'il suffisait de dire qu'un certain nombre de personnes se mettent ensemble et résolvent d'un coup de cuillère à peau comme ça des problèmes qui durent depuis des milliers d'années. Ma conclusion est très simple, tout ça sera toujours un rêve. Ce n'est pas possible de faire quelque chose de concret, du moins pas quelque chose de concret qui soit honnête et sincère et juste. C'est aussi simple que ça, malheureusement. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu, même si le sujet était un petit peu déprimant au final. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires sur cet épisode ou d'autres épisodes du podcast, ou sur des articles de mon site, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site, univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse mail, si vous voulez m'envoyer un message directement. Et vous pourrez aussi trouver mon adresse mail sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je suis toujours preneur de tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.